les calculs newtoniens prédisaient que le périhélie de la trajectoire de Mercure, le périhélie c'est le point de la trajectoire qui est le plus proche du Soleil. Donc Mercure fait un tour autour du Soleil, enfin c'est une ellipse, hein. Au tour suivant, il y a un petit décalage du périhélie, puis etc., etc. Et les calculs newtoniens, en tenant compte de l'effet des autres planètes, disaient que l'avance angulaire du périhélie de Mercure sur un siècle, ça devait être 570 secondes d'arc. On fait des mesures de plus en plus précises et on voit qu'on trouve cet angle calculé, mais il y a 43 secondes d'arc par siècle en plus. Alors 43 secondes d'arc par siècle, c'est pas beaucoup, hein, comme angle. Hein, c'est l'angle par lequel vous verriez un cheveu depuis une distance d'1 mètre. Donc vous prenez un cheveu, vous le mettez à 1 mètre de vous, l'angle sur lequel vous allez le voir, c'est 43 secondes d'arc par siècle. Bon, la plupart des gens disent 43 secondes d'arc par siècle, c'est quand même pas beaucoup. On peut considérer que Newton a raison. Il y a des gens qui disent mais 43 secondes d'arc par siècle, c'est petit, mais c'est pas zéro. Donc il y a une anomalie quand même. Et cette anomalie, on l'appelle l'anomalie du périhélie de Mercure. Et on reprend la même recette que pour Uranus, et on dit qu'il doit y avoir une planète inconnue qui, par son effet gravitationnel, explique les 43 secondes d'arc par siècle. Cette planète, on l'appelle Vulcain, on fait des calculs, on identifie sa position dans le ciel, on braque des télescopes, et on voit rien. Donc la recette qui avait marché pour Uranus ne marche plus pour Mercure. Donc les gens imaginent des tas de choses, qu'il y a par exemple une nébuleuse, un gaz diffus qui fait que la masse qui est responsable de cette correction n'est pas concentrée dans un objet relativement compact, mais est dispersée dans l'espace. On invente toutes sortes de trucs. Et Einstein, lui, il écrit à son ami Ehrenfest, il dit « Ça, c'est pas une anomalie, c'est un paradoxe. » C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a suffisamment de force pour montrer que la théorie de Newton est fausse. Ok ? Et donc, il se dit que si sa nouvelle théorie est capable d'expliquer cet angle sans recourir à une planète qui n'existe pas, ça validera sa théorie. Ok ? Alors maintenant, je vais vous raconter rapidement l'histoire telle qu'elle s'est passée et que vous trouverez dans les livres. Et puis je vais vous raconter ensuite la vraie histoire qui n'est pas dans les livres. Enfin, pas encore, parce qu'on a découvert un manuscrit il n'y a pas très longtemps qui change un peu la façon de considérer l'histoire. Bon, l'histoire officielle, c'est qu'Einstein travaille beaucoup, se fait aider par des mathématiciens, et en novembre 1915 publie les articles fondateurs de la relativité générale, par lesquels il prédit par exemple que la lumière peut être déviée par des planètes, par des objets massifs, et ce phénomène doit pouvoir être observé lors d'une éclipse du Soleil. Et en 1919, après la guerre, un astronome anglais qui s'appelle Eddington, qui est un Quaker, donc un pacifiste, qui a fait de la prison en Angleterre parce qu'il refusait de porter les armes, à sa libération, décide de montrer qu'un astronome anglais peut vérifier une théorie allemande, ce qui prouvera que la science n'a pas de frontières. Donc, comme vous le savez, il part faire une expédition dans l'hémisphère sud, et fait des mesures qui prouvent que la lumière est effectivement déviée par des objets massifs, ce qui valide, au moins partiellement, la théorie d'Einstein. Mais en fait, juste après avoir publié sa théorie, Einstein publie un autre papier dans lequel il calcule l'avance du périhélie de Mercure selon sa nouvelle théorie. Et il trouve que l'écart par rapport aux prédictions newtoniennes, les 43 secondes d'arc par siècle, il trouve exactement cette valeur. Je ne sais pas si vous imaginez le choc que ça peut faire. D'ailleurs, il écrit à son ami Ehrenfest, il lui écrit ceci.
Imagine ma joie en reconnaissant que la covariance générale était réalisable et en trouvant que les équations donnaient correctement le mouvement du périline Mercure. Pendant quelques jours, j'étais fou de joie et tout excité. Ça, c'est une lettre de janvier 1916. En fait, il a fait de la tachycardie. Il était épuisé, Einstein. 9 ans de boulot, un effort intellectuel intense. Il a failli y passer tellement cet effort l'a épuisé. Et il a vraiment failli mourir du fait de l'émotion d'avoir pu calculer avec une nouvelle théorie de la gravitation un effet que tout le monde considérait comme de peu d'importance. Il était le seul à imaginer que pour l'expliquer, il fallait changer de théorie de la gravitation. Bon, ça c'est l'histoire des livres. Mais il se trouve qu'il y a quelque temps, on a retrouvé un manuscrit, en fait des brouillons de calcul, qui ont été stockés par Michele Besso, l'ami d'Einstein, et retrouvés par son petit-fils dans une malle. Et on a pu reconstituer au prix d'un gros travail, parce qu'il y a très peu de phrases dans ces manuscrits. Je pourrais vous montrer, j'ai pas amené le manuscrit complet, j'ai un facsimilé, mais j'ai quelques photocopies de 2 ou 3 pages. Il y a des pages écrites par Einstein, sans aucune note, il n'y a que des calculs, que des équations. Et il y a des pages écrites par Besso, dans lesquelles heureusement il y a des phrases. Et on a pu comprendre ce qu'ils ont fait. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand Einstein a publié le calcul du période Mercure, il a reçu aussitôt après une lettre de félicitations de Hilbert, David Hilbert, le grand mathématicien, qui était sur le même coup qu'Einstein. Vous savez qu'Hilbert a failli trouver la théorie de la relativité générale en même temps qu'Einstein. Mais Hilbert s'étonnait de ce qu'Einstein ait pu calculer aussi vite le période Mercure, alors qu'il faut faire des calculs de perturbations assez compliqués. Et Einstein n'a jamais répondu à cette lettre. Et on va comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, il avait déjà fait les calculs en 1913. Ce qu'on a retrouvé dans ces brouillons, c'est qu'Einstein, avec Besso, a utilisé l'esquisse de relativité générale dont j'ai parlé pour calculer le période Mercure. Et il trouve un résultat complètement faux. Au lieu de trouver 43 secondes d'arc par siècle, il trouve 30 minutes d'arc. Là, ça devient beaucoup. Ils se rendent compte, ça se voit dans les manuscrits, qu'ils sont trompés sur la masse du Soleil. Ils sont trompés d'un facteur 10, et comme ça intervient au carré, ça fait un facteur 100. Bon. Ils font la correction, c'est encore faux. Ensuite, ils se trompent sur le volume de la Terre. Parce qu'en relativité générale, selon que vous avez un objet ponctuel ou un objet qui n'est pas ponctuel, c'est pas les mêmes effets. Et donc ils corrigent, c'est encore faux. Ensuite, ils regardent s'il n'y a pas un effet dû à la rotation de la Terre. En physique newtonienne, que la Terre tourne ou pas, on s'en fiche. En relativité générale, ça compte. Ils voient que ça ne suffit pas à expliquer le phénomène. Et donc, leur théorie ne permet pas d'expliquer le période Mercure. Or, Einstein, je vous l'ai dit, avait dit que ce serait un test pour lui. Visiblement, ce test n'est pas réussi. Donc, normalement, il aurait dû abandonner cette théorie. Mais il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que par ailleurs, dans le même manuscrit, il démontre un truc auquel il tenait beaucoup, qui est la relativité du mouvement de rotation. C'est-à-dire, il voulait montrer que même un objet qui est en rotation, autour d'un point fixe, par exemple, sur un manège, a un mouvement qui peut être simulé par un champ gravitationnel, comme il l'avait fait pour les mouvements inertiels. Il est tellement content du résultat, parce qu'il a un résultat là qui lui plaît beaucoup intellectuellement, qu'il met dans la marge, il met Das stimmt. Ça marche, il est tout content, il y a des points d'exclamation. Et on a pu reconstituer l'histoire ultérieure. C'est qu'en fait, quand il a voulu publier ce résultat, il s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans sa démonstration. Donc le résultat auquel il tenait, il y tenait tant qu'il avait méprisé en quelque sorte l'échec de son calcul à propos du période Mercure. Constatant que ça ne marchait pas, il a accepté de prendre le tenseur métrique que lui avait proposé Grossman en 1913 et qu'il avait refusé. Et c'est ça qu'il va publier dans les articles de novembre 1915, c'est-à-dire
une relativité générale différente de celle qu'il avait publiée dans l'esquisse et qui va lui donner à la fois la théorie actuelle, le période de Mercure et puis tous les autres effets comme la déviation des rayons lumineux. Alors, bon, quand Eddington envoie une carte postale, j'ai une photocopie d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais c'est pour montrer comment se faisaient les publications scientifiques à l'époque. Voilà la carte postale envoyée par Eddington à Einstein. Donc ça, c'est une image de l'éclipse. Là, il montre que le rayon lumineux est dévié, il met l'angle à la main en disant que c'est 28 degrés, je sais pas quoi, conformément à ce que les calculs d'Einstein avaient prédit. Et le monde entier, on est en 1919, le 29 mai 1919, le monde entier va commenter ce résultat.